Je crois que l'Église moderne, dans les temps modernes, et la maçonnerie ont une origine commune. Et j'ai toujours eu cette impression, je vous donne mon opinion là-dessus, et que les difficultés des uns sont les mêmes que les difficultés des autres. C'est-à-dire d'en rester à une conception évidemment un peu métaphysique, un peu fixe, un peu rationaliste, et qui entraîne par réaction naturelle un certain mysticisme, voyez-vous. Mais si vous voulez diminuer ce mysticisme, il faut diminuer aussi l'exagération rationaliste. D'accord. Voyez. Et alors, c'est-à-dire ce que traverse la franc-maçonnerie, je parle de la franc-maçonnerie réelle, je ne parle pas des agitateurs qui sont à l'intérieur. Et c'est ce sont les mêmes affres, les mêmes difficultés qu'ont traversé les philosophes et qu'ont traversé également les religieux. Oui. Alors par contre, on peut rebondir par rapport à ce que vous dites, au fait que, eh bien, entre autres, on va parler de Jean-Paul Sartre, parce que Jean-Paul Sartre, c'est quand même un des, on va dire, un des auteurs qui a rapproché Flaubert de la franc-maçonnerie, entre autres, on l'a dans le tome 2, L'idiot de la famille, de son vrai, et où il cite Flaubert comme étant considéré comme traître par une franc-maçonnerie rouennaise putassière. Donc alors je voulais vous demander par rapport à ça, bon, parce que lorsqu'il a écrit son ouvrage, Sartre a été quand même assez bousculé et malmené. Il sera férocement combattu par l'establishment intellectuel parisien. Alors, moi, ce que je peux vous demander par rapport à ça, pourquoi pensez-vous qu'il a été à ce point maltraité et victime d'autant d'animosité? Est-ce que c'est parce qu'il mentionnait dans son second volume la formation de Gustave Flaubert, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Comment vous pouvez expliquer cette guerre autour de l'identité de Flaubert à ce point? Le fait de mentionner la qualité maçonnique de Flaubert, et qui ne l'est pas du tout, qui ne l'est pas par exemple dans Maurice Bardèche ou d'autres, qui était le beau-frère de Brasillac. Ce Brasillac, vous savez, qui a eu un lien avec Sartre, puisque l'un a permis à l'autre de sortir du camp de prisonniers. Camp de prisonniers dont me parlait mon professeur de philosophie, qui était un père jésuite, dans lequel Sartre, qu'il connaissait bien à l'époque, avait écrit et fait représenter, avait écrit plutôt et disons, exposé oralement, disons, un fabliau de Noël, voyez. Il y a dans Sartre une culture qui n'a jamais été admise par l'élément que l'on regardait dans la maçonnerie, cet élément qui a été terroriste, qui a infiltré la maçonnerie. On parlera plus tard de Bakounine et autres. Et c'était vraiment dans le Parti communiste, beaucoup, et ces gens-là n'ont pas supporté la qualité qu'ils appelaient de bourgeois de Sartre. Sartre était un homme très cultivé, qui n'a rien de commun avec ce qu'on appelle aujourd'hui la culture. Ce sont des personnes qui étaient formées aux études très tôt, qui étaient un grand lecteur, qui était formé à la langue allemande, d'ailleurs, vous savez qu'il y avait une partie de sa famille qui était les Schweitzer, qui était liée d'ailleurs au docteur Schweitzer. Et vous avez aussi une qualité de Sartre qui a suscité une jalousie, et cette jalousie est très importante, surtout dans notre milieu, je dirais milieu national, et insupportable vraiment aussi aux universitaires, à de nombreux universitaires, je ne dirais pas encore. C'était sa qualité de metteur en scène et de dramaturge. Les drames de Sartre ne sont pas aimés, comme du reste certaines pièces de Jean Cocteau non plus ne sont pas appréciées, sauf en Allemagne. Je pense par exemple à une pièce de Cocteau qui a été représentée ensuite en 1953, que Mauriac avait beaucoup attaqué. Et Sartre a eu beaucoup de grande habileté dans la mise en scène, et on peut dire que cette habileté avait du reste été appréciée par les Allemands même pendant la guerre, et il a eu peur, je crois, de disons, de cette réputation, et il s'est jeté un peu à corps perdu dans une sorte de marxisme auquel il ne croyait guère. Alors même Céline, vous savez, l'appelle l'agité du bocal, parce que le bocal, c'était dans l'école normale, je l'ai vu ce bocal, vous voyez, bon, dans lequel cette sorte de bocal de verre à l'entrée, à la rue d'Ulm. Et Sartre, disons, a été aussi un homme que je vois dans la même lignée qu'Alain, qui était son compatriote normand, c'est-à-dire un homme capable de parler de philosophie avec un don littéraire, c'est-à-dire en animant des personnages, exactement ce que fait Platon, voyez,
Et vous l'avez dans La nausée, naturellement, et vous l'avez aussi dans L'être et le néant. J'étais très frappé de voir que ces qualités de description sur la mauvaise conscience et autres ne remportent aucun succès, alors que des gens qui sont très lourds, que j'ai connus, plus que lourds, hein, que je voyais même tous les jours à la bibliothèque de la rue de Richelieu, comme le pauvre Foucault, qui est mort, vous savez, conditions, n'avait vraiment que... n'avait pas cette qualité. Il n'était pas ce que Platon appelle des gens ailés, voyez-vous. Non, pas du tout. Et je crois que cette manière de Sartre a profondément déplu, que lui-même a eu peur d'être traité de réactionnaire et a fait une sorte de fuite en avant en se prenant, en voulant convaincre autrui qu'il était compagnon de route du Parti communiste. Il l'a fait aussi avec ce qu'on appelle des maoïstes, qui n'étaient en réalité pas du tout forcément des maoïstes, mais des trotskistes infiltrés. Et je dois dire que l'ouvrage dont vous parlez, L'idiot de la famille, a été retardé et même, je dirais, en un certain sens, saboté, entravé par son entourage immédiat, qui a voulu, justement, à mon avis, ce ne sont pas des naïfs, qui ont voulu justement éteindre cette qualité de Sartre. Je crois que Sartre était un étranger dans son propre pays. Il a d'ailleurs été beaucoup plus, le livre dont vous parlez, de L'idiot de la famille, a été beaucoup plus apprécié en Allemagne. Il a été édité, je crois, la première fois. Tout à fait. La première fois, et je vois qu'il est apprécié également en Angleterre, apprécié aux États-Unis. Je dirais que Sartre était un personnage qui était indépendant, avec une grande capacité, un très grand lecteur, et comme un lecteur, comme on dit que Platon, on disait qu'Aristote était un lecteur, mais ce lecteur était attaché aussi à un bien qui est celui de l'enfance. Je ne crois pas en ce qu'il dit trop sur le fait d'entrer en névrose comme on entre en religion. Ça, c'était une sorte d'imitation d'un article de Freud, presque mot à mot, de 1912. Je ne crois pas qu'il prenait très au sérieux les propositions freudiennes, mais que lui-même, disons, était un homme qui avait une culture. Cette culture commençait à éclater sous les coups du structuralisme de l'époque. Vous savez qu'on a dit être une pensée sans sujet. Vous voyez, comme une pensée décapitée, si vous voulez, cette image. Et Sartre était un homme qui était plus de son temps, et je dois dire que le mépris dans lequel il est, et le mépris aussi de ce qu'il dit sur Flaubert, parce que quand il parle tant de Flaubert que de lui-même, il décrit un milieu qui est exécré par nos révolutionnaires professionnels, qui est ce milieu de bourgeoisie. Tout à fait. Que l'on confond aujourd'hui avec avec des affairistes, voyez-vous. C'est un milieu qui a été raboté par plusieurs révolutions, voyez-vous. Et ceux-mêmes qui sont aujourd'hui plus ou moins, disons, des imitateurs de ce que je trouve, moi, beaucoup plus difficile, beaucoup plus horrible que l'impérialisme qu'on appelle américain ou britannique, c'est le bolchevisme, évidemment, qui sont ceux-là, véritablement, Sartre les a, vous savez, dans Le Diable et le bon Dieu, les a vraiment très bien décrits, très bien dépeints. Je me rappelle que c'était Pierre Brasseur, je crois, qui avait joué dans cette pièce, et je ne connais aucune pièce qui ressemble au Diable et au bon Dieu, vous voyez. Aucune pièce non plus qui est même là. Je me rappelle de Serge Reggiani qui avait représenté les séquestrés, qui avait, disons, déclamé dans les séquestrés d'Altona. C'est une puissance. Je crois que la plupart des universitaires qui étaient autour de Sartre, relativement à lui, étaient impuissants. Alors, je pense qu'il y a eu énormément de polémiques, et je pense que, y compris la jalousie que vous venez de décrire par Jean-Paul Sartre, il y a aussi, c'est peut-être aussi un lieu pour certains intellectuels qui s'ennuient de régler quelques comptes. Alors, il y a par exemple une polémique qui a tourné autour des fautes d'orthographe que Flaubert faisait volontairement dans ses romans. Donc, mais il faut savoir que la plupart des auteurs du 19e siècle cryptaient leur travail d'écriture. Alors, pensez-vous que par rapport à cette polémique développée après-guerre sur les fautes d'orthographe de Flaubert, ces romans, volontaires ou non, qu'il y ait une possible œuvre stéganographiée de Flaubert, quelque chose, une œuvre cachée. Je me souviens avoir lu, grâce à vous d'ailleurs, dans cette étude, une proposition de Flaubert parlant de la nécessité d'écrire de manière cryptée. Voilà.
Oui. Ça, c'est donc un fait. Il n'était pas le seul à le faire, et il vivait dans un temps, je ne pourrais pas dire société, mais plutôt dans un temps où les écrits étaient, c'est une formule qu'on nous faisait apprendre au lycée, enfin une formule de l'historien Thucydide, qui disait j'ai écrit pour l'éternité, j'ai écrit comme sur un socle d'airain, voyez. Tout à fait. Et je crois que ça, c'était la conception littéraire. Aujourd'hui, on cherche un succès éphémère, mais un succès plein, Oui. voyez-vous. Tandis que là, ce qu'on appelle le texte, était destiné à être lu, à être relu, à être interprété, c'est-à-dire que le texte était offert à la critique, voyez-vous. Or, aujourd'hui, on soudoie la critique, mais on ne comprend pas que l'esprit critique, que ce soit celui du lecteur ou celui, disons, d'auteur, qui, comme le lecteur, mais disons, prolonge la réflexion du lecteur et la met en ordre, ces gens-là sont en fait des gens qui sont espérés par l'auteur, voyez-vous. L'auteur demande en fait à ce qu'il ne peut dire entièrement, pour des raisons humaines, pour des raisons de pudeur, pour des raisons tout à fait de sensibilité, disons, puisse être mieux comprise, voyez-vous, par ce que Descartes appelle nos neveux, c'est-à-dire nos successeurs. Et je crois que cette perspective d'avenir n'est pas comprise aujourd'hui, et que ces fautes, évidemment, sont en réalité des attentions. Premièrement, des clés stéganographiques, voilà. On pourrait dire ça. On pourrait dire, j'accepte le terme, enfin oui, le terme est employé, je l'accepte, et je dois dire que dans la perspective justement dans votre perspective, qui est la mienne, disons que Flaubert a été influencé et vécu, disons, dans ce berceau de la maçonnerie, l'enseignement caché n'est pas du tout un enseignement qui doit être dérobé à autrui, mais un enseignement qui doit être préservé relativement à l'entourage, voyez-vous. Alors on pourra en parler pour Madame Bovary, par exemple, ou d'autres, voyez. D'ailleurs, on a souvent cette phrase, Madame Bovary, c'est moi. Oui, justement. Alors, on prête cette phrase à Gustave Flaubert. Oui, on la prête. Pensez-vous qu'il y ait dans cette affirmation un lien dans son roman, Madame Bovary, avec une description de son environnement social maçonnique? Oui, alors, bon, cette formule est trop, disons, trop pleine pour pouvoir, disons, être assimilée à pouvoir être interprétée par une ressemblance entre le scénario, si je puis dire, de Madame Bovary et la vie de Flaubert. Bon, on ne voit pas de scénario direct, mais les personnages qui décrit sont des personnages, évidemment, je ne dis pas d'une fiction, mais qui sont une mise en forme. Alors, peut-être aussi qu'il y a, par exemple, autour de lui, par exemple, on peut s'intéresser à Louise Darcey. Oui, en effet, je pensais à Louise Darcey, oui. Alors, il est certain qu'il ne peut pas... il ne peut pas écrire sur Louise Darcey comme aujourd'hui, par exemple, quelqu'un dénoncerait une amitié. Mais il peut le faire à travers une fiction, à travers un personnage qui est comme le masque antique, voyez-vous, et sur le visage de Darcey. Voyez. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on peut imaginer que, comme vous le dites, c'est son environnement en fait. Oui, c'est son environnement. Et je dois dire que peut-être même, non seulement je dirais qu'il y a une personne, mais qu'il y a également plusieurs personnes qui sont dans cette affaire. Tout à fait. Et j'ajouterais que comme nous avions autrefois, c'était avant la dernière ou l'avant-dernière révolution, nous l'avons eu en 68, nous avions dans la licence de philosophie une épreuve de psychiatrie classique, dans laquelle toute allusion à la psychanalyse était bannie, vraiment. Et le bovarisme, par exemple, était depuis le 19e siècle, depuis le début du 20e siècle, dans des livres, dans des manuels, de très gros manuels de médecine psychiatrique, le titre d'une maladie mentale très marquée, voyez-vous, avec des traits, et qui justement mettent encore en évidence, disons, le caractère ou l'héritage que Flaubert a pu avoir de son père, voyez-vous. Je crois qu'en effet, il a examiné les choses en médecin, que ça s'appelle médecin de la morale, médecin médecin des âmes. Donc c'est le médecin des âmes, l'homme plume. Oui, ça c'est l'homme plume. Et il a donc ce bovarisme, le terme qui a été banni aujourd'hui, est une chose. Mais une chose, disons, qu'il a pu observer dans une société. C'est-à-dire qu'il faudrait donc transformer la formule, ou disons la développer,
Madame Bovary, c'est moi dans la société féminine. Ah, oui, oui. Vous voyez? Oui, oui. Voilà. Et je crois que la question féminine est une question qui se pose au XVIIIe, XIXe siècle. Bon, en France, c'est objet de polémique. En Allemagne, c'est un sujet d'étude. Bon, et moi-même, je vous ai parlé des auteurs que je connaissais en Allemagne, à Graz et à Prague, qui étaient partisans de la polygynie, du mariage avec plusieurs femmes et dans un environnement très strict, évidemment, de régénérescence, tout cela. Tout ceci, je vous parle des années 80, 90, 1900. Dans cette perspective-là, évidemment, la question féminine se pose. C'est-à-dire, quel est son rôle, qu'est-ce que c'est que la question féminine? Une question, c'est ce qui doit être résolu. Donc, il y a des définitions, comment dirais-je, des qualités de caractère appartenant à la féminité qui doivent être, comme on dirait en anatomie, isolées, mais pour pouvoir justement bien expliquer son fonctionnement, c'est-à-dire leur assigner à tous ces éléments une finalité. Ça, c'est le propre d'une société, c'est le propre d'une philosophie, ça devrait être le propre d'une religion, mais nos religions, disons, sont un peu fatiguées. Vous savez, je crois que c'est Heidegger qui dit « Dieu se retire un peu de nous », voyez. Oui. Bon, et je crois que le retrait est de plus en plus net, voyez. Bon, et c'est un fait. Je dois dire, de ce point de vue, des gens comme Flaubert ont un mot passant aussi, vous l'avez, ont été utiles à cette conscience-là. Et dans les nombreux ouvrages de psychiatrie que j'ai lus en Allemagne, je me rappelle à Vienne, se trouve cité souvent du mot passant. C'est-à-dire qu'on estime qu'ils avaient une qualité, disons, clinique. D'accord. Voyez-vous? Et je crois que c'est cette qualité clinique, c'est-à-dire d'observation médicale, voyez, qui est à retenir. Et malheureusement, je dirais, je reviens à la question précédente, celui qui avait cette qualité, c'était Sartre. D'accord. Oui, lorsque Sartre, par exemple, parle du garçon de café qui joue à être garçon de café, c'est une observation. Ça, vous le voyez tous les jours au café. Mais il y en a un qui le remarque, c'est celui qui est capable d'observer et surtout de diagnostiquer. Voyez? Tout à fait. Alors, donc, c'était la même chose, j'ai parlé de Alain, c'était la même chose pour Alain. Tous ces gens-là sont, je ne dis pas éradiqués, mais mis dans l'ombre. D'accord. Là, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'autour de Gustave Flaubert, il y a un dénommé Drummond, Oui. Édouard Drummond. Et bien, en lisant son livre La France juive, on s'aperçoit qu'autour d'Édouard Drummond, il y avait un certain nombre d'auteurs, entre autres les Goncourt, Flaubert, Ducamp, Georges Sand, enfin bon, quasiment tout l'entourage de Flaubert. Et d'ailleurs, on lit dans le livre de Drummond, La France juive, page 596 de l'édition 1885, France juive, cette phrase étonnante de Flaubert, où Drummond parle de Flaubert lors d'une conversation. Flaubert me disait un jour que c'était nous, nous, on voit bien que c'est Drummond